Des commentaires francs et directs pour mettre en lumière l'actualité du jour. Au 98.5 Montréal, voici Lagacé le matin avec Patrick Lagacé. Procès des viols de Mazan. Maître Béatrice Zavarro, micro à la main. Bien malgré moi, je suis devenu l'avocat du diable, dit-elle à la barre. Et je plaide le jour de votre anniversaire, Dominique Pellicot. On a vraiment parlé à plein de gens. Je pense qu'il n'y a personne qui gagne plus que, par exemple, 50 000 qui dit « j'ai vraiment besoin de ce chèque de 250 000 ». Je pense que là, on a un exemple d'électoralisme, d'utilisation d'argent public pour essayer d'acheter des votes. Moi, j'ai demandé qu'on dépose un plan pour mieux sécuriser les frontières. C'est pas le temps de jouer à est-ce que c'est vrai ou non que nos frontières sont pas sécures. Je pense que c'est important qu'on dépose un plan. Voici Patrick Lagacé. Jeudi, le 28 novembre 2024. Merci d'être là. Le tour d'horizon de l'actualité s'en vient. Une météo avant aujourd'hui, jeudi. Nuages, pluie ou faible neige intermittente débutant en mi-journée. Maximum de 4 degrés. Cette nuit, faible neige qui va cesser au cours de la nuit. Des vents légers minimum -2. Avec le facteur éolien, ce sera -5. Demain, vendredi, neige intermittente. Maximum de 2 degrés. Samedi, alternance soleil et nuages. Maximum de 2. Et dimanche, nuageux. 60% de probabilité d'averse de neige. Maximum de +1. Présentement, dans la grande région de Montréal, il fait 2 degrés. Je commence avec toute cette saga de l'aide d'Ottawa là, pour faire face au coût de la vie. On le sait, la semaine passée, ça a été annoncé. Il y aura congé de TPS sur plusieurs articles, dont certains, disons, sont un peu controversés. Là, les pretzels, les chips, etc. Il y aura congé de taxes fédérales là-dessus pendant 2 mois à partir du 14 décembre. Il y avait aussi toute la question du chèque de 250 $. Ottawa avait annoncé la semaine passée qu'on allait envoyer ce chèque-là à tous ceux qui avaient travaillé en 2023 et qui avaient fait moins de 150 000 $, net. Très, très controversé. Beaucoup de gens, vous avez entendu François Blanchet dire qu'au-delà d'un certain seuil de revenus, ça ne fait pas grande différence et les gens ne s'attendaient pas à ça. Ça a été critiqué par le NPD aussi, qui a dit, écoutez, si vous n'incluez pas les aînés là-dedans, dans le chèque de 250, bien, on ne va pas appuyer le gouvernement là-dessus. Là, le projet de loi a été déposé. La question du chèque de 250 n'est pas dans le projet de loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ottawa dit, regardez, on va étudier la situation. Peut-être qu'on va revenir avec l'idée du chèque de 250 et mieux le cibler chez des gens qui sont plus pauvres. Peut-être, on verra. Mais force est de constater que ça a été extrêmement controversé. Et là-dessus, sur toute la question des aînés, il y a une chronique de Marie-Ève Fournier à lire dans la presse aujourd'hui. Et chiffre à l'appui, ce que démontre Marie-Ève, c'est que politiquement, parfait, on aide les aînés. Le Bloc québécois, c'est pas la première fois qu'il prend le bâton du pèlerin pour plaider la cause des aînés au Québec, au Canada. On sait qu'il a exigé un projet de loi là, pour réviser l'aide financière aux gens de 65 ans et plus. Sauf que, quand on regarde les chiffres de plus près, oui, évidemment, il y a des aînés qui sont en mauvaise posture financière. Mais semble-t-il que les 65 ans et plus, de nos jours, ce sont les gens qui sont le plus en sécurité financièrement. En tout cas, on retrouve dans cette cohorte-là de nos concitoyens, parmi les gens qui ont le plus de sécurité financière, qui sont le plus à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'ils sont riches, mais l'image de la personne âgée qui est forcément pauvre, forcément indigente, c'est pas une image qui est appuyée par les statistiques. Donc, on va en reparler avec Marie-Ève Fournier un peu plus tard à l'émission, mais c'est vraiment une chronique à lire là, qui recadre un peu. Il y a d'autres adultes, d'autres 18 ans et plus qui sont beaucoup mal en point financièrement que les 65 ans et plus, les aînés. Parlons du dossier maintenant de Donald Trump et de ses menaces faites au Mexique et au Canada. Vous le savez, lundi soir, il a pris la plume sur son réseau social pour dire « Dès que je suis investi des pouvoirs du président, le 20 janvier prochain, je vais imposer des tarifs douaniers de 25 % aux Mexicains, aux Canadiens. Tout ce qui va entrer aux États-Unis, ce sera 25 % de tarifs douaniers. Donc, évidemment, pour les Américains, ça voudrait dire des coûts élevés, une explosion des coûts pour les entreprises américaines qui ont besoin de matériaux faits ou importés du Canada.
même chose. Les analystes s'entendent pour dire que c'est une position de négociation. Et là, on sait que M. Trump a une sorte d'obsession sur ce qu'on appelle la balance commerciale. Mais lundi, il a un peu changé l'éclairage sur le débat du commerce américain et de ce qui rentre aux États-Unis. Il a lié ces tarifs douaniers à la protection de la frontière, aux migrants qui entrent aux États-Unis par la frontière sud, principalement un peu par la frontière nord, la frontière canadienne, et aussi tout ce qui est drogue qui passe à travers les frontières et qui se ramasse aux États-Unis. Il a enjoint les Mexicains et les Canadiens à sécuriser leurs frontières. Évidemment, à moins d'ériger une barrière et mettre des soldats là, à chaque 10 mètres, c'est extrêmement difficile de protéger une frontière comme celle qui sépare le Canada et les États-Unis. Mais c'est une position de négociation et il y aura des négociations. Sauf que là, ce qu'on constate, il y a eu une réunion hier entre le premier ministre du Canada et les premiers ministres des provinces. Et je vous en parlais hier, je l'ai évoqué, je trouve qu'on joue le jeu de M. Trump. On joue le jeu de M. Trump quand il y a des premiers ministres de province, comme l'Alberta, comme l'Ontario, comme le Québec, qui se mettent à paniquer publiquement et qui, là, se mettent à aussi critiquer très durement M. Trudeau. Je ne dis pas que M. Trudeau est au-dessus de la critique. M. Trudeau, c'est le premier ministre d'un pays imparfait, c'est un premier ministre en fin de course, il est hautement critiquable. Ce que je dis, c'est que dans la situation actuelle, je pense qu'on gagnerait plus comme pays à modérer nos transports publiquement, modérer nos critiques. Qu'on se parle dans le blanc des yeux, entre quatre murs, c'est une chose. Mais quand les premiers ministres de l'Alberta, de l'Ontario, du Québec font des déclarations publiques, ça sape le chef du gouvernement qui est celui qui va négocier avec Donald Trump. C'est pas M. Legault qui va négocier avec Donald Trump. C'est pas Mme Smith de l'Alberta. C'est pas M. Ford. Et il y a des voix dans la presse canadienne-anglaise présentement là, qui rappellent ce fait-là. Chronique dans le Globe and Mail qui nous dit que ce qu'on fait comme ça, là, comme pays présentement, comme classe politique, c'est qu'on envoie le signal à M. Trump que nous sommes en panique et qu'on est en train... ce qu'on lui envoie comme message, non seulement qu'on est en panique, c'est aussi que M. Trump va pouvoir avoir d'autres demandes. Parce que dès qu'il envoie un message sur ses réseaux sociaux, bien, au Canada, les gens se mettent à faire la crise du bacon. Que veut M. Trump avec ses tarifs? C'est un texte d'opinion aussi dans le Globe and Mail de Carlo Dade. Carlo Dade est, lui, avec le think tank, c'est un groupe de réflexion, Canada West Foundation. Il dit, M. Trump, il a deux tactiques de négociation préférées. Il dit, la première, c'est diviser et conquérir. La deuxième, c'est de créer la panique et le désespoir. Bien, quand on regarde, s'il y a des gens autour de M. Trump là, qui analysent ce qui se passe au Canada là, avec la réaction des premiers ministres, bien, ce qu'ils vont lui dire, c'est « Hey, il y a de la panique, il y a du désespoir au Canada. Pèse un peu plus fort sur le crayon. » Donc, calmons-nous. Je sais que M. Legault n'aime pas Justin Trudeau. C'est assez évident. Il ne peut pas le voir en peinture. Et écoutez, en cela, il ressemble aux trois quarts du pays. M. Trudeau est très peu populaire. M. Trudeau a plein de défauts. Il y a plein de politiques stupides qui le rattrapent présentement. Ceci étant dit, exposer des critiques comme ça publiquement, personnellement, je trouve que ça ne fait que donner de l'oxygène à Donald Trump. À lire dans Le Devoir, là, justement, sur la question des frontières. Le Devoir est allé à la frontière du Québec et des États-Unis voir comment ça se passe, parce qu'il y a encore des migrants qui traversent illégalement. Et il y a le maire Stéphane Gendron, l'ex-maire Stéphane Gendron de Huntingdon, qui habite maintenant à Dundee, qui, lui, raconte aux journalistes du Devoir son parcours. Il dit « J'étais extrêmement, moi, compréhensif avec les gens qui traversaient les frontières, qui passaient par le chemin Roxham, etc. » Bien, il dit, je ne veux pas dire que je me suis radicalisé, mais depuis quelques années, depuis quelques temps, je dois le dire, je me suis durci face à ces enjeux-là. Il dit, quand tu n'es pas invité dans un pays, tu ne devrais pas te présenter là. C'est controversé, je le sais. Allez lire ça dans Le Devoir, c'est extrêmement intéressant. Un mot sur une mini-controverse, genre de controverse qui me déprime de la classe politique. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, était absent de l'Assemblée nationale mardi. Et hier, je ne sais pas, j'oublie qui, là, mais il y a quelqu'un chez Québécois qui a donné la raison
de l'absence de M. Paul Saint-Pierre Plamondon, il était au spa. Et cette information-là s'est rendue à l'Assemblée nationale. Et la CAQ a pris cette information-là pour s'en servir comme bâton politique puis taper sa tête de Paul Saint-Pierre Plamondon. Écoutez, en politique, l'immense majorité des députés, des ministres, travaillent très fort. J'en connais beaucoup depuis des années. Il n'y a pas grand monde qui se pogne le bacon, comme on dit. Est-ce qu'il y en a? Il y en a sans doute. Quand tu es chef de parti, quand tu es chef d'un parti qui a 4 députés, tu travailles vraiment fort. Les ministres de la CAQ qui ont spiné cette non-nouvelle travaillent vraiment fort. Quand vous faites ça, c'est un message à la CAQ, là. Quand vous faites ça, quand vous sortez une information comme ça, là, puis information, je demande le guillemet, là, il y a quelqu'un au spa qui a vu Paul Saint-Pierre Plamondon, puis qui s'est dit « Hey, ça, c'est une information intéressante, puis je vais la partager. » M'a appelé un journaliste, ou je vais appeler quelqu'un, puis là, ça se met à circuler. D'abord, cette personne-là n'a pas de vie. Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième, c'est quand vous faites ça dans la classe politique, là, vous pensez que vous faites mal à l'adversaire, là, pensez que dans les autobus, un matin, là, le monde va prendre le journal là, puis montrer ça aux voisins en disant « Regarde, Paul Saint-Pierre Plamondon était au spa. » Non, pas ça que vous faites. Vous faites juste nuire à la classe politique. Quand vous êtes dans un débat d'idées, je pense que le public accepte que ça va être dur. Puis des fois, il va avoir les coudes un peu hauts dans les coins. Quand vous sortez des informations comme ça qui concernent la vie privée du monde, faites bien attention. Parce que c'est un jeu qui se joue à deux. La prochaine fois que vous allez au spa, ça se peut qu'un autre pas de vie transmette cette information-là au spa ou ailleurs. Bref, non nouvelle, non controverse. Paul Saint-Pierre Plamondon l'a expliqué. 2 week-ends passés loin de la famille. Il y avait des obligations. Et là, ce mardi-là, il y avait une obligation. Il a décidé de prendre congé. Il n'a pas confirmé qu'il allait au spa, mais le PQ n'a pas nié. C'est le genre de nouvelles décourageantes. C'est le genre de nouvelles qu'un parti politique ne devrait pas essayer de spinner. Malheureusement, là, on retrouve cette nouvelle-là dans la sphère publique. On va aller en France maintenant parce que le fameux procès des viols de Mazan tire à sa fin. On le sait, ça a duré tout l'automne, une histoire absolument horrible. Cette femme, Gisèle Pélicaud, qui a été violée par des dizaines d'hommes à l'invitation de son mari pendant qu'elle était sous sédation. Le bonhomme la droguait pour qu'elle ne le sache pas. Comment on a... Évidemment, là, vous connaissez l'histoire probablement là, à ce stade-ci. Là, on a découvert les vidéos des agressions filmées par le mari, les photos. C'est une affaire immense en France et on est à l'étape là, des réquisitoires, c'est-à-dire qu'on est dans les plaidoiries finales du côté de la défense et aussi du côté de la poursuite. Un peu plus tôt, avant de commencer cette émission, je me suis entretenu avec Katia Chapoutier. Elle est journaliste réalisatrice. Elle couvre le procès de Mazan. Voici notre conversation. En fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est que l'État, à travers ses avocats, a dit ce qu'il souhaitait comme peine. Et pour Dominique Pélicaud, c'est la peine maximum, 20 ans. Et puis après, c'était le moment pour son avocate de plaider, de défendre son client. Et c'est ce qu'elle a fait hier avec beaucoup de brio. J'aimerais juste que vous imaginiez un peu cette femme. C'est une toute petite femme. Elle fait moins d'1,50 m. Elle est très frêle et pourtant elle dégage une puissance énorme. Et comme elle l'a dit au début de sa plaidoirie, en regardant Dominique Pélicaud, c'est vous et moi contre le monde entier. Et de fait, depuis le début du procès, on sent cette petite femme face à tous les autres avocats et qui en impose une véritable présence et qui régulièrement fait part de son admiration pour Gisèle Pélicaud. Et hier, en prenant la parole, elle a apporté de l'humanité dans une histoire qui n'en a pas énormément, si on ose dire. Et elle a essayé de rappeler que Dominique Pélicaud était un homme clivé. Et elle a parlé de cette personne clivée, de cette personne perverse dont elle allait prendre la défense. Elle a évoqué plusieurs phrases de son client. Ainsi, elle a rappelé qu'il disait, en parlant de sa femme, « Je n'étais rien avant elle. Elle m'a fait devenir quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je suis devenue rien. » Et une autre phrase très troublante où il dit, il aurait confié à son avocate, « Je suis allé au bout de moi-même. Et au bout de moi-même, il n'y a personne. » Alors, elle a rappelé les souffrances qu'il a eues pendant son enfance.
Elle a évoqué à nouveau ce qu'on avait entendu à plusieurs reprises pendant le procès, le viol dont il aurait été victime à 9 ans, l'agression sexuelle à laquelle il aurait participé contre sa volonté à 14 ans. Elle a retracé son parcours. Elle a rappelé ce qu'avait dit Gisèle Pelicot, à savoir qu'elle ne pouvait pas répondre à certaines demandes de son mari. Donc, c'est pour ça qu'il était allé se les procurer autrement. Elle a aussi évoqué le fait que, quelque part, il avait choisi la soumission civique pour protéger sa femme, pour ne pas la faire souffrir. Lui qui avait vu sa propre mère abusée et violentée par son propre père. Et puis enfin, à la fin, elle s'est adressée à la famille de Dominique Pelicot en disant « Madame, mesdames, gardez en tête ce premier Dominique, oubliez celui pour lequel j'ai plaidé, gardez celui qui vous a choyé, dorloté et je le crois vous a profondément aimé. » Elle a aussi eu un mot pour la fille de Dominique Pelicot qui est, j'ai envie de dire, la grande perdante de ce procès, qui a l'impression d'avoir été oubliée puisqu'elle n'a pas eu les réponses quant aux photos que son père a prises d'elle, visiblement droguée. Qu'en a-t-il fait? Est-ce qu'il les a diffusées sur le net? Est-ce qu'il y a eu un abus? Et cette absence de réponse la laisse dans un désarroi terrible sur lequel elle a communiqué sur les réseaux sociaux et dont elle fait part. Sa mère, qui elle-même, quand elle a pris la parole la dernière fois, n'a pas souhaité se prononcer sur ce point d'interrogation. Et point d'interrogation qui fait qu'elle aura probablement beaucoup de mal à se reconstruire, comme l'a dit le maître Camus, l'avocat des parties civiles. Merci beaucoup, Katia. Ça fait amplement le tour. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. C'était la journaliste française Katia Chapoutier. Je l'ai interviewée un peu avant de commencer cette émission. Et cette avocate, maître Béatrice Zavarro, écoutez, j'étais pas là, mais il y a quelque chose d'un peu particulier dans la façon dont elle a fait son réquisitoire. D'abord, elle a salué l'humanité, la dignité de la victime, Gisèle Pelicot. Et il y a une partie de ce qu'elle a dit aux juges qui vont déterminer la sentence, là, qui peut faire lever des sourcils. Je vous lis un extrait de ce qu'elle a dit. Vous avez deux êtres qui ont évolué ensemble. Vous avez une Madame Pelicot, et ce n'est pas un reproche, qui va se concentrer à son activité de grand-mère et qui va s'éloigner de sa vie de femme. Et vous avez de l'autre côté un Monsieur Pelicot qui se réfugie dans ses fantasmes. Et ainsi va commencer son schéma criminel, un schéma criminel qui démarre sur Internet. C'est assez particulier. Je veux dire, il y a des milliers d'hommes dont l'âge fait qu'ils deviennent grands-pères, leurs conjointes deviennent grand-mères, et qui ne se mettent pas à inviter des hommes pour agresser leurs conjointes. On va rester dans le domaine des agressions. C'est dans le Journal de Montréal aujourd'hui. 100 victimes qui réclament 250 millions de dollars à Robert Miller, ce milliardaire montréalais là, qui serait à l'article de la mort. On sait qu'il avait, lui, tissé sa toile pendant des années pour recruter des jeunes femmes en difficulté, des jeunes femmes troublées, et pour pouvoir les abuser en échange d'argent. Elle pensait faire ça, évidemment, librement. C'était une forme d'agression sexuelle. Il est l'objet d'accusation criminelle. Maintenant, il était déjà l'objet de procédures civiles. Et là, 100 victimes qui réclament 250 millions à Robert Miller. Vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal. Parlons de piétonisation. On le sait, c'est à la mode. On ferme des rues et on transforme ça en espace piéton. Il y a, par exemple, dans le village gay, depuis des années, on le fait pendant plusieurs mois. Et sur le plateau Mont-Royal, l'avenue du Mont-Royal est piétonnisée là, depuis plusieurs années, pendant plusieurs mois. Les succès sont au rendez-vous, je dirais, mais ça dépend quel type d'entreprise vous avez. Si vous avez un restaurant, si vous avez un bar, bien souvent, c'est bon pour vous. C'est bon pour la business, comme on dit. Si vous avez des magasins de vêtements, là, c'est un peu plus difficile. Il y a des gens qui vont témoigner des commerçants qui vont témoigner que c'est plus difficile. C'est le cas, par exemple, notamment là, sur la Plaza Saint-Hubert. Et parfois, les commerçants sont pour, se rendent à l'évidence. Parfois, les commerçants sont contre. Sur la Plaza Saint-Hubert, on a fait faire un sondage là, par une firme de comptables et il y a 61% des commerçants qui sont contre, qui ne veulent pas que l'expérience se poursuive, la piétonisation de la rue Saint-Hubert. Bien, l'arrondissement Projet Montréal va aller de l'avant quand même pour les années à venir. On ignore complètement les commerçants. Et parlant d'ignorer les commerçants, l'administration centrale, donc l'administration de Mme Plante, veut piétoniser 2 grands pans de la rue Sainte-Catherine.
donc dans le coin de Concordia, de l'Université Concordia, là, autour de la rue Guy, et autour de la rue Mansfield, là, un peu plus à l'est. Et là, les commerçants l'attendaient. On savait que ça s'en venait. Le plan allait être déposé. Mme Plante a déposé le plan hier, graphique à l'appui. Et là, les commerçants, les associations de commerçants sont furibonds parce qu'ils disent on n'a jamais été consultés. On n'a jamais été consultés et la ville dit écoutez, on a consulté une 50aine de commerçants. Il y a des centaines de commerces qui vont être touchés par ces piétonisations. Et je ne vous dis pas que ce n'est pas une bonne idée. Ce que je vous dis, c'est que Projet Montréal a une drôle de définition du mot « consultation ». Et la mairesse Plante va être avec nous un peu plus tard à l'émission. On va parler justement de sa définition du mot « consultation » parce que de toute évidence, ce n'est pas la même définition que celle que les commerçants de la rue Sainte-Catherine peuvent avoir. Dans le devoir, parlons d'éducation une seconde. Dans le devoir, est-ce que l'Ontario peut inspirer le Québec en matière de diplomation? Il y a plus de 20 ans, l'Ontario a fait une réforme et ça a eu des résultats, semble-t-il, absolument incroyable, pendant que le Québec stagne. Je parle de diplomation, je parle de littératie. La littératie, c'est quoi? C'est d'être capable de lire, de comprendre des textes, d'écrire, etc. Donc, il y a un papier à la une du devoir, ma foi, très, très intéressant. Et une des mesures qu'on a imposées en Ontario, qu'on n'a jamais osé imposer ici au Québec, c'est l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Ça fait le tour des actualités pour l'instant. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire 985. Voici Patrick Lagacé. On va parler des jeunes de la DPJ et des jeunes qui viennent de quitter la DPJ. On le sait, là, il y a un problème au Québec. Quand ces jeunes-là quittent le chapiteau de la DPJ, souvent, c'est une sorte de précipice. Ils n'ont plus de service. Ils arrivent à la rue, parfois littéralement, avec peu de moyens. Et Nancy Audet, vous la connaissez, journaliste conférencière, autrice de 2 livres sur la DPJ, elle-même, ex-enfant de la DPJ, prend la parole pour les défendre, pour parler de leur réalité. Elle est l'ambassadrice du regroupement des fondations pour la protection de la jeunesse. Elle est en studio, très content de l'accueillir. Bonjour Nancy. Bonjour Patrick. Et on va parler de cette initiative là, que tu organises là, c'est la 2e année, je crois. 3e année, une collecte de vêtements chauds. Ça va avoir lieu la semaine prochaine. On va le rappeler aux auditeurs la semaine prochaine. Mais tu es accompagné en studio de Leila, qui est une ex-enfant de la DPJ, toute jeune, 19 ans, et qui a pu bénéficier des services de cette opération l'année passée. Bonjour Leila. Bonjour. On va commencer avec toi, Nancy. D'abord, je veux que tu expliques aux gens la réalité très particulière des jeunes de la DPJ là, après leurs 18 ans. À 18 ans, ils sont très nombreux. Il y a à peu près 2000 jeunes qui quittent le système chaque année au Québec. Et malheureusement, Patrick, il n'y a pas assez de services pour ces jeunes-là. Mm-hmm. Et ce qu'on a découvert dans les dernières années, c'est qu'il y a à peu près le tiers des jeunes qui se retrouvent à la rue. Donc, 600 jeunes par année, c'est chez nous au Québec, là, qui se retrouvent à la rue, souvent avec un sac poubelle, pas grand-chose, et avec tous les pièges que ça veut dire. Il y en a tellement qui se retrouvent en état d'itinérance. Oui. Donc, je suis interpellée par ça. Je pense qu'on devrait tous être interpellés. Je les vois en situation de grande précarité au niveau de leur santé aussi, physique, santé mentale. Beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude aussi. Et tout ça est amplifié quand on est en itinérance totale ou partielle. Là. Ça n'a aucun bon sens ce qu'ils vivent. Hein? On les laisse vraiment tomber à 18 ans. Donc, j'ai décidé d'organiser une collecte de manteaux parce que le minimum, c'est de passer l'hiver au chaud. Au moins un manteau, des bottes, sucre, mitaines. Et j'essaie aussi de leur donner des cartes d'épicerie qu'ils puissent manger aussi. Et donc, c'est la 3e année. Ça devait être juste une année, pour être honnête avec toi. Mais la 2e année, le téléphone a sonné rapidement pour me dire qu'on avait encore besoin de cette collecte-là. Et cette année, j'ai plus de demandes que les 2 dernières années. Donc, on va essayer de bien faire et que les gens vont être généreux. Beaucoup d'aide des succursales Vitro Plus, là, Montréal, sur Hochelaga. On va donner là, les adresses, là, faites-vous-en pas, là, le 6 décembre, on va redonner tout ça, mais je veux le souligner quand même. Là. Varennes, Laval, sur Curé-Labelle, Dorval aussi, là, les gens vont pouvoir déposer des manteaux, des manteaux d'hiver, des objets chauds pour les jeunes de la DPJ. Je me tourne maintenant vers Leila. Leila, d'abord, merci d'être là. Ton parcours de DPJ, ça a duré combien de temps?
Moi, je suis arrivée dans les centres jeunesse, j'avais à peu près... J'étais quand même très jeune. Mes parents se sont séparés, puis un conflit de séparation, c'est jamais facile. Donc, je suis rentrée dans la DPJ comme ça. Puis j'en suis sortie seulement à mes 18 ans. Donc, très jeune. Donc, tu as passé quelques années en centre jeunesse. Oui. Comment ça se... Raconte aux gens, c'est quoi? Parce qu'on dit ça, un centre jeunesse. C'est quoi vivre dans un centre jeunesse? Vivre dans un centre jeunesse. Je dirais que, on parle beaucoup de, que les jeunes, quand on arrive dans un centre jeunesse, c'est comme si t'es fiché, t'es étiqueté tout de suite que, c'est toi le problème. Puis on pense pas nécessairement, moi, je veux dire, on n'a pas vraiment pensé à pourquoi je m'étais rendue là. Ouais. Pourquoi est-ce que je me suis autant rebellée, puis pourquoi j'allais pas à l'école, pourquoi que je me traînais avec des mauvaises personnes. On s'est vraiment juste tourné vers que c'était moi le problème et non tout ce que ma famille a pu me faire vivre. Là. Et là, à 18 ans, les portes du centre jeunesse s'ouvrent et qu'est-ce qui arrive? Pas grand-chose. On doit se débrouiller par nous-mêmes, tu sais. Puis je pense que... Puis je remercie les organismes d'exister. Puis pour vrai, merci à la collecte de manteaux parce que si l'année passée, moi, j'avais pas à la collecte de manteaux, je pense que je passais mon hiver sans manteau, pas de bottes, pas de mitaines, pas de tuque. Et l'année passée, moi, j'étais enceinte. J'ai passé mon hiver enceinte. Et quand je suis arrivée à la collecte de manteaux, j'avais un hoodie sur moi et des petits souliers. Puis sans la collecte, je pense que... Comment tu as été dirigée vers la collecte, Leila? Moi, j'ai une intervenante qui est avec moi depuis mes 16 ans, qui m'accompagne, dans le fond, à ma vie d'adulte. Puis c'est elle qui m'a parlé, qui m'a dit que je serais un très bon profil pour justement aller chercher un manteau. Puis elle m'a dit qu'elle allait m'accompagner. Puis quand je suis arrivée là, je suis tout de suite tombée sur Nancy, puis qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Tu la connaissais pas? Non. Nancy? Non. Nancy, raconte donc les circonstances de ta rencontre avec Leila. J'ai cette belle fille qui débarque donc à l'entrepôt de manteaux avec son ventre arrondi. Puis je la regarde, je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. Elle n'a pas de manteau d'hiver. Il faisait très froid en plus cette journée-là, les petits souliers dans les pieds. Donc, je me suis dirigée vers elle et puis on s'est mis à parler. Puis j'ai eu un coup de cœur, Patrick, pour cette femme-là. Je trouve que c'est une bagarreuse, Leila. C'est une fille qui a vécu des choses très difficiles, vraiment, mon doux. Puis de la voir continuer à se battre, de vouloir avoir une meilleure vie, puis de vouloir avoir une meilleure vie pour son enfant aussi, je trouvais ça inacceptable qu'elle ait rien sur le dos. Et donc, je lui dis, Leila, j'aimerais ça que tu te prennes 2 manteaux, pas un, parce que ton ventre, il va grossir encore pendant l'hiver, puis je veux que tu aies de la place pour ton ventre, et puis je veux que tu aies des bottes chaudes aussi pour te tenir au chaud pendant ta grossesse. Et puis après, on est toujours restés en contact. Puis, c'est ça. Je suis très fière d'elle. Et elle est là aujourd'hui parce que, c'est ça, c'est Leila, elle veut m'aider, mais elle veut aussi aider les autres jeunes parce qu'elle sait qu'il y en a beaucoup dans la même situation qu'elle. Donc, s'il y en a qui nous entendent ou qui connaissent des jeunes en situation de grande précarité, n'hésitez pas à les envoyer sur la page Facebook de Nancy Audet. Ces jeunes-là peuvent m'écrire et je vais leur dire où se rendre. Donc, le 6, 7, 8 décembre pour venir chercher un manteau chaud. Et je te promets, le 6 décembre, c'est la collecte. Oui. OK, le 6 décembre, Nancy, on va se reparler. Tu vas pouvoir dire aux auditeurs où déposer. Là, il y a 4 points de service. Là. Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal, Laval, où les gens vont pouvoir déposer des manteaux chauds, des bottes, etc., des dons s'ils le veulent, on va leur faire. Mais cette idée-là, de ramasser comme ça des manteaux, des tuques, des bottes, ça t'est venu, ça a été quoi l'élément déclencheur? Il y a 2 ans, il y a un jeune que je connaissais un peu, qui avait un peu le même profil que Leila, avec qui que j'avais rencontré lors d'un tournage télé, Patrick. Et je donne toujours mon numéro de téléphone. Si un jour tu es dans le trouble, tu m'appelles. On ne va pas te laisser à la rue. Puis ce jeune-là m'a appelé pour me dire, Nancy, je vais vraiment pas bien, viens me chercher. Et donc, j'ai dit, je m'en viens. Je suis allée le chercher. Et quand je l'ai trouvé, Patrick, je ne l'ai pas reconnu. J'essayais de ne pas pleurer, mais physiquement, il était tellement amaigri. Il tenait là, à peine debout.
Ça faisait plusieurs semaines qu'il n'avait pas mangé ou presque pas mangé. Ça m'a brisé le cœur. Puis quand j'ai essayé d'y trouver un endroit où l'amener en sécurité, toutes les auberges à Montréal étaient remplies à pleine capacité. D'ailleurs, c'est encore le cas. Là, cette année, les auberges ont refusé 6300 demandes d'hébergement pour les jeunes. C'est du jamais vu. Et donc, quand j'ai essayé de trouver un endroit, il n'y en avait pas d'endroit pour l'amener en sécurité. Il n'y en avait pas d'endroit pour qu'il puisse manger, tu comprends? Et j'ai réussi à trouver finalement une place à l'autre bout, à Laval, et ils ont accepté de le prendre, même s'il n'y avait même pas l'espace, la place pour le prendre, puis je les remercie. Mais ça m'a dépassé, puis les intervenants me disaient, on n'a pas de vêtements chauds pour eux autres, on n'a rien, puis il y a tellement de demandes que c'est impossible pour nous de donner des manteaux à tous ces jeunes-là. Donc, j'ai décidé d'organiser cette collecte il y a 2 ans et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de besoins, puis à ce qu'aujourd'hui, on me dise qu'il y en a encore plus de besoins, puis qu'on m'appelle, il y a encore à chaque semaine de dire « Nancy, tu ne vas pas nous oublier cette année. » Puis non, je ne vous oublie pas. Et puis, on va faire de notre mieux. Donc, j'espère que les gens vont être généreux. On a toujours, Patrick, tu le sais, je suis sûre que tu en as un. Hein? Un manteau qui ne sert plus. Un manteau qui ne sert plus depuis 2-3 ans. On a pris de la bédaine des fois, on ne rentre plus dedans. Des manteaux en bon état, c'est important, c'est leur dignité aussi. On a souvent des mitaines dans le fond aussi, des tucs, on en a toujours trop. Venez me porter ça, mais aussi, c'est important que je le dise, des cartes d'épicerie, des cartes Jean Coutu, des cartes cadeaux. Qu'on peut utiliser tout de suite là, pour les besoins de base. Là. Pour les besoins de base. Avec l'inflation, ces jeunes-là ont de la difficulté à se nourrir. L'année passée, j'ai mis une carte dans chaque manteau et on m'en parle encore. Ça fait la différence. Léla, je veux terminer avec toi. Tu as 19 ans, ex-enfant de la DPJ. Tu commences dans la vie, c'est pas évident, on l'a dit. Qu'est-ce que tu espères pour les prochaines années? Surtout que les jeunes qui sortent des centres jeunesse puissent se faire aider. Parce que moi, on m'a pas aidé. Fait que moi, quand je suis sortie des centres jeunesse, moi, j'ai fait du sofa. J'ai fait énormément de... chez mes amis, là... Ce qui est une forme d'itinérance, là, je pense, là, oui, au pied de la lettre. Oui, puis j'avais pas de revenus, j'avais pas rien. Fait que... Puis c'est fou à quel point que les organismes d'hébergement, c'est engorgé, là. C'est affreux. Il y a pas de place pour personne, là, tellement qu'il y a de jeunes en situation d'itinérance. Puis c'est fou, là, tu sais. Fait que moi, je souhaite juste que ces jeunes-là qui sont à veille de sortir bientôt du centre soient bien accompagnés. Tu sais, qu'ils aient le soutien nécessaire pour bien commencer dans la vie. Espérons, Léla, que tu vas être entendue et tu as une alliée incroyable en Nancy Audet qui s'assure que ces messages-là soient entendus là, à chaque mois de l'année. Elle est au front. Merci beaucoup à vous deux, mesdames. C'était Léla, ex-enfant de la DPJ, Nancy Audet, journaliste conférencière, ambassadrice de tout ce qui touche les enfants de la DPJ. La collecte va avoir lieu, là, des vêtements chauds, des bottes, etc., pour des jeunes qui viennent de quitter le chapiteau de la DPJ. Ça va avoir lieu le 6 décembre prochain. Soyez assurés qu'on va vous donner les détails. Plus de détails, si vous voulez agir immédiatement, sur la page de Facebook de Nancy Audet. On attend ton manteau, Patrick. Je vais essayer de te trouver un manteau. Pas sûr que j'en ai, mais on peut contribuer d'autres façons. Merci beaucoup. Merci, Nancy. Merci, Léla. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. Christine Fréchette est la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Quelques dossiers à aborder avec elle, notamment ces menaces de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 25 % sur toutes les exportations canadiennes vers les États-Unis, et ce, dès le 20 janvier. Donc, ça cause beaucoup de remous dans le monde des affaires et dans la classe politique. Madame Fréchette, bonjour. Oui, bonjour, M. Lagacé. D'abord, est-ce que vous croyez le futur président? Mais je pense qu'il faut le prendre au sérieux, là, très au sérieux. Il a parlé de ça pendant sa campagne électorale. Je pense qu'il en fait une question assez centrale. Donc, il faut se préparer. Il faut se préparer à toute éventualité. Mais il faut en même temps travailler pour éviter qu'il y ait une imposition de tarifs. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait un plan. Donc, nous, on s'attend du fédéral à ce qu'il nous arrive avec un plan détaillé pour justement contrer
cette éventualité d'avoir des tarifs douaniers, mais en même temps, il faut se préparer pour toutes sortes de possibilités. Donc, nous, on s'est déjà constitué là, en comité avec l'ensemble des ministres là, qui sont concernés par les secteurs qui sont à risque, notamment l'aérospatiale, l'aluminium, l'industrie forestière, l'agriculture. On a aussi veillé à renforcer là, notre réseau aux États-Unis, parce que vous savez, on est un des États fédérés là, qui est le plus présent à l'international. Alors, du côté des États-Unis, on a rehaussé de 20 au cours des derniers mois nos représentants, le nombre de représentants, pour faire en sorte de connecter avec à la fois les organisations, les entreprises, les élus américains de tous les niveaux, pour faire en sorte de faire passer nos messages, puis de travailler avec eux pour qu'on évite une guerre tarifaire. Ça, c'est vraiment le point central. On va revenir justement au plan que les premiers ministres, dont votre patron, M. Legault, là, exigent de M. Trudeau là, pour faire face à M. Trump. Mais concrètement, si M. Trump allait de l'avant, imposait des droits, des tarifs douaniers de 25 %, là, donnez-nous une idée de ce qui se passerait au Québec chez nos exportateurs, chez nos manufacturiers là, dans les jours et les semaines qui suivraient. Bien, c'est sûr que ça entraverait grandement notre capacité à être compétitif. Parce que si les prix vont être augmentés de 20 ou 25 % sur nos exportations, il faut voir que le 3/4 de nos exportations internationales sont à destination des États-Unis. Donc, c'est sûr que ça affecterait de manière négative là, un ensemble de secteurs économiques, une multitude d'entreprises. Mais nous, on travaille à éviter ça. Donc, on veut faire en sorte de faire comprendre aux Américains que pour plusieurs des produits qu'ils importent, ils ont besoin de nous parce qu'ils ne sont pas autosuffisants, notamment en matière de bois d'œuvre, par exemple. Ils ne peuvent pas utiliser seulement du bois américain. Ils ont besoin du bois d'œuvre québécois, canadien. Donc, leur faire comprendre que s'il y a des tarifs douaniers qui sont imposés sur ces biens-là, comme une multitude d'autres biens, eh bien, ultimement, ça va être les consommateurs américains qui vont capter ce tarif additionnel, puis les entreprises aussi qui importent ces biens-là. Donc, leur faire comprendre que c'est ça, c'est du côté des Américains que ça va faire le plus mal ultimement. C'est ça à quoi on travaille, puis on veut développer un plan de notre côté aussi en collaboration avec des organisations américaines pour être certain de faire passer nos messages partout où ça a une influence. Madame Fréchette, vous êtes la ministre de l'Économie du Québec. J'imagine que dans vos cartons, il y a des scénarios de perte d'emploi si ces tarifs douaniers sont imposés, s'ils sont plus modestes. En fait, c'est sûr que ça va dépendre beaucoup de l'ampleur du changement, si changement il y a. Nous, comme je disais, on travaille pour faire en sorte d'éviter une guerre tarifaire. On a déjà travaillé avec une administration Trump, donc on est en mesure de travailler avec eux et voilà, on fait en sorte que les intérêts du Québec soient bien représentés. Pour ce faire, il faut que le Québec soit à la table de négociation, parce que là, il va y avoir une négociation qui va tenir place entre le Canada puis les États-Unis. Donc, nous, on veut s'assurer d'être là pour bien faire comprendre la dynamique économique québécoise, parce que chaque province a sa dynamique économique. Puis les secteurs qui sont propres au Québec, ils ne sont pas nécessairement présents ailleurs, en Alberta ou en Ontario. Non, évidemment, c'est un vaste pays avec des intérêts différents, mais vous avez un scénario où il y a des pertes d'emplois chiffrées. Bien, on est à élaborer ces scénarios-là. C'est sûr qu'il y aurait des pertes d'emplois si il y avait une imposition de tarifs de 20 et 25 %. Donc, nous, on veut travailler pour réduire au maximum les risques et faire en sorte qu'on ait une voie de passage la plus positive possible, mais on travaille sur différents scénarios. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une demande du côté du président élu Trump, à savoir qu'il faut un resserrement de la gestion de la frontière. Et nous, on demande au fédéral aussi d'agir de ce côté-là, faire en sorte qu'il y ait plus d'agents de la GRC, qu'il y ait plus de technologies qui soient utilisées aux frontières pour la surveiller. Il faut éviter que le problème de passation de gens, des migrants illégaux qui passent du Canada vers les États-Unis soit freiné considérablement. C'est un problème qui a été plus prévalent là, au cours des derniers mois. Il faut faire en sorte de revenir à une situation où l'intégrité de la frontière est respectée. Vous dites qu'on veut être à la table de ces négociations. Lors du premier mandat de M. Trump, est-ce qu'il y avait une table où le Québec était assis ou on nous appelle quand on a besoin d'avoir des données sur l'industrie québécoise?
C'était plutôt non, il y avait pas le Québec à la table comme tel lors de la première négociation. On était présent, mais pas à la table officiellement. Sauf qu'avec l'Union européenne, là, on l'était présent à la table. Donc, il y a des précédents. On était là en bonne et due forme pour représenter nos secteurs d'intérêt et défendre notre stratégie. Donc, nous, on demande à nouveau d'être à la table parce que c'est sûr que c'est ça qui a le plus d'impact. Et comme on disait tout à l'heure, il y a une grande diversité en termes de secteur économique, de dynamique économique à l'échelle du Canada. Donc, c'est important pour nous que le Québec soit représenté. Il y a peut-être d'autres provinces qui acceptent, parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources que le Québec, qui accepteront que ce soit le fédéral qui fasse la défense de leurs intérêts. Mais nous, on est équipés, puis on a l'expertise puis la connaissance qui est requise pour aller de l'avant à la table. Ce qui est clair, Mme Fréchette, c'est que le Canada va devoir faire des concessions. Et on sait que aux États-Unis, même avant M. Trump, un des grands irritants par rapport au marché canadien, c'est la gestion de l'offre là, en agriculture, le lait, les œufs, etc. Est-ce que le Québec est prêt à vivre avec le fait que peut-être qu'il va falloir céder là-dessus? Bien, on va travailler fort pour garder en fait le système qui est le nôtre. Mais si c'est le prix à payer? Eh bien, les prix à payer, ils vont devoir être définis au fil de la négociation. Déjà, je parlais tout à l'heure du contrôle de la frontière. Est-ce que c'est ça qui va être l'élément le plus déterminant pour l'administration? Ben, si c'est le cas, qu'on rehausse les contrôles à la frontière et comme ça, on va s'éviter de revoir ou de défaire des mécanismes qui nous sont propres et qui sont importants. Donc, ça va dépendre de l'approche, en fait, qui est tenue à la fois par le fédéral, tout comme par l'administration Trump. OK. Un mot sur Lion Électrique. C'était un des joyaux de la filière électrique. Et le fabricant d'autobus, Mme Fréchette, là, pas besoin de vous le dire, vous le savez mieux que moi, est aux soins palliatifs. Il y aura peut-être l'aide médicale à mourir très prochainement au manque d'argent. Est-ce que le gouvernement du Québec est prêt à donner une bouée de sauvetage financière à Lion Électrique? Écoutez, on n'exclut pas une aide additionnelle en lien avec Lion. Mais il faut voir qu'on ne veut pas être les seuls autour de la table parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions du gouvernement du Québec, des aides financières au fil des derniers ans. Il faut voir que c'est une entreprise qui est importante là, pour l'économie, qui est importante pour la transition énergétique, qui est au cœur de notre action. Mais on ne veut pas être les seuls à donner une aide financière additionnelle. S'il y a d'autres investisseurs, c'est une chose qu'on va considérer. Il y a des négociations, des discussions en fait qui sont en cours entre l'entreprise et des potentiels investisseurs. Donc, on suit ça de très près. Mais on veut voir d'autres partenaires être présents autour de la table. OK. Vous dites que vous êtes prêt à... Vous dites que c'est un joueur important. Je lisais le Journal de Montréal et l'enquête sur la gestion interne. Ça n'a pas l'air d'être un joueur très, très bien géré par ailleurs. Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu des failles, comme vous dites, là, suivant la lecture qu'on a tous les deux faits. Donc, il semble y avoir eu des failles à l'interne là, en matière de gestion, en matière de qualité de processus. Donc, c'est en même temps un marché où il y a un ralentissement à l'échelle internationale. Donc, c'est sûr qu'il y a des impacts aussi sur une entreprise comme Lion quand le marché à l'international ralentit. Donc, la combinaison de ces facteurs-là fait en sorte que la situation est très difficile pour l'entreprise aujourd'hui. On est là, on a été là plusieurs années durant pour les soutenir. On va être au rendez-vous s'il y a d'autres partenaires qui sont là. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça à nos auditeurs ce matin. Je vous souhaite une bonne journée, Mme Fréchette. Merci, à vous aussi. À la prochaine. Christine Fréchette, ministre de l'Économie et de l'Innovation. Je me tourne maintenant en studio vers Yves Franqueur, président de la Fraternité des policiers de Montréal. La police de Montréal, qui est pas mal sur le grill depuis quelque temps avec ces manifestations qui ont dérapé notamment la semaine passée. Monsieur Franqueur, bonjour. Bon matin. Donc, ces manifs-là, il y en a eu deux là, qui ont brassé pas mal. Jeudi passé, beaucoup de gestes, de slogans antisémites. Vendredi, là, c'était de la casse, semble qu'il y avait des éléments Black Bloc, etc., là, qu'on retrouve souvent dans les manifs. Oui. D'abord, je voudrais voir votre lecture de ce qui a fait que ça a dérapé ces manifs. Bien, notre lecture, ce qui a fait que ça a dérapé, c'est que c'est pas compliqué depuis un bout de temps. On commence à vivre au Québec ce qui se vit en Amérique du Nord et en Europe, c'est-à-dire la montée des extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite. Et même lorsqu'il y a des manifestations très légitimes, il y a des gens qui s'infiltrent dans ces manifestations-là pour faire de la casse. Malheureusement, pour nous, les policiers, c'est de plus en plus difficile de travailler. Je rappelle qu'en 2016, la Cour supérieure a invalidé le règlement qui interdisait aux gens de manifester masqués. Là, nous, ce qui nous reste comme instrument, c'est
le code criminel qui part d'un déguisement dans un dessin criminel, mais la preuve est beaucoup plus dure à faire. Donc, on a un peu les mains attachées, même si je ne vous le cacherai pas, il y a eu un gros débriefing opérationnel hier au quartier général. Et nos gens sont restés sur leur faim. Nos gens ne sont pas fiers du travail qui a été fait, ne sont pas fiers des images qui sont projetées du service de police et des policières de Montréal. Et il est normal aussi que certains politiciens expriment leur déception. OK, on va revenir justement à l'expression de ces déceptions, notamment de François Legault, mais je veux vous entendre sur l'attitude des policiers, surtout dans la manif qui a dérapé vendredi, où il y a eu beaucoup de casse. Est-ce que les policiers qui étaient là, dans cette manifestation-là, estiment qu'ils auraient pu et qu'ils auraient dû aller arrêter des gens pendant la commission de ces actes criminels? Mais je ne vous cache pas que oui, nos gens terrain trouvent qu'il y a des ordres qui auraient pu être donnés plus rapidement d'intervention. Par contre, en 2022, il y avait 8 recours collectifs contre la Ville de Montréal parce que dans des manifestations, on intervenait trop vite. Ce qu'on appelle dans le jargon, nous, on faisait une boîte, on interceptait tout le monde et on judiciarisait. La Ville de Montréal... Une fois que la manif était décrétée illégale. Oui, une fois la manif décrétée illégale. Et ça a coûté 3 millions à la Ville de Montréal. Et encore plus cher à la police de Toronto, par ailleurs. Exact. Donc, aujourd'hui, nos gens ne savent pas sur quel pied danser. Puis moi, je résumerais ça présentement, là, c'est la déresponsabilisation de nos politiciens. C'est facile de taper sur la police, mais nous, on travaille avec ce que l'on a. Et je le répète, ce qui est inquiétant présentement, c'est qu'avec la montée, il y a une manifestation qui s'en vient de l'extrême droite. L'extrême gauche tente de contre-manifester. Là, il va arriver quoi? C'est quand cette manif? C'est dans les jours qui s'en viennent, là, mais je ne me souviens plus de la date exacte. Mais nous, on s'attend, les policiers s'attendent à ce moment-là à ce que les interventions soient plus rapides. Puis même les citoyens montréalais, là, les manifestations palestiniennes, là, puis on va s'entendre, on va se le dire au micro ici, là, que Mélanie Joly ou Justin Trudeau demandent un cessez-le-feu, un couloir humanitaire, tout le monde s'en balance, personne ne les écoute. Okay? Vous voulez dire que même si les dirigeants canadiens faisaient ces demandes-là, ça n'aurait pas beaucoup d'effet dans le réel à Gaza? À part bien paraître dans les médias, là, mais la réalité, c'est que ces 500 manifestations-là, nous, à la Fraternité, on évalue que ça a coûté entre 5 et 10 millions en temps supplémentaire. En temps supplémentaire, parce que tout notre personnel sur ces manifestations-là était en temps supplémentaire, pas en temps régulier. Puis quand je dis des responsabilisations de nos politiciens, là, au lieu de faire des déclarations, là, il y a plein de juristes au ministère de la Justice puis au ministère de la Sécurité publique. Il y a des juristes à Montréal. On peut-tu s'asseoir pour faire des règlements? Puis j'ai décidé hier avec mon conseil de direction qu'on n'attendra pas après eux autres. Nous autres, on va mandater des avocats criminalistes qui travaillent pour nous pour en arriver, que ce soit un règlement municipal, que ce soit un règlement provincial, mais pour nous donner les outils pour intervenir, oui, pour protéger la sécurité de nos policiers, mais aussi pour protéger les citoyens. Puis on est tout à fait d'accord, on est au Canada, le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, c'est normal dans une démocratie, mais c'est pas normal qu'on n'ait pas les outils pour intervenir lorsque ça dérape, et que les politiciens, après ça, s'en lavent les mains. Quels outils vous souhaiteriez, comme président du syndicat des policiers, Yves Francoeur, avoir quand il y a une manif? Bien, le règlement P6... Sur le masque. Tu sais, les gens nous le disent, là. On avait des images, le vendredi passé, là, on avait des images de gens qu'on a vu se couvrir le visage, qu'on a vu mettre des lunettes de ski ou des lunettes fumées, qu'on a vu avec des sacs à dos ou d'autres sacs, piger dedans. Puis, d'un point de vue preuve, d'un point de vue judiciaire, c'était même pas assez pour que l'on intervienne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je vous dis, là, moi, au lieu de faire des belles déclarations, là, que la mairesse, là, puis que le premier ministre là, mandate des gens, ils ont des juristes, il est possible. Puis nous, on n'attendra pas eux autres. Après eux, on va le faire parce qu'on voit la montée de l'extrémisme
la montée de la violence et on ne restera pas les bras croisés. Quand vous dites qu'il y a une déresponsabilisation des politiciens, est-ce que vous trouvez que les propos de François Legault, le premier ministre du Québec, étaient responsables quand il y a, disons, sous-entendu que le SPVM n'avait pas fait sa job? Oui, c'était irresponsable, puis je suis rarement d'accord avec la mairesse, mais qu'elle dise qu'elle n'a pas lu ses notes de briefing, elle a peut-être raison, là, parce qu'il y avait 2 pelotons de la SQ en réserve. Mais la SQ n'était pas loin? La SQ n'était pas loin. Parce que le PM, il faut le rappeler, a dit, écoutez, si le SPVM est débordé, ils peuvent appeler la Sûreté du Québec. C'est ça. Fait qu'il y en avait, puis on n'en a même pas eu besoin. On avait assez de personnel. C'est les outils qui nous manquent. Puis là, tu sais, on le voit au niveau politique, tout le monde se lance la balle, là. Mais je le répète, nous autres, on n'attendra pas, là. On va arriver, puis on va déposer un projet de réglementation ou un projet de loi. Le premier ministre du Québec qui commente la prestation de la police de Montréal, qui dit il va falloir des arrestations prochainement, rapidement. Il me semble qu'on réduit le bras de distance entre la politique et la police. Effectivement, je suis d'accord avec vous. La ligne est très mince. Moi, je peux comprendre qu'un premier ministre qui voit la métropole du Québec être saccagée comme ça, puis je le répète, on avait des policiers en masse, être saccagé comme ça, sans intervention, pour l'image de Montréal, l'image du Québec. Moi, je suis vice-président de l'Association canadienne des policiers. Je côtoie mes confrères là, du reste du Canada là, 4 fois par année. La prochaine réunion, c'est certain que je vais m'en faire parler. C'est honteux, c'est frustrant pour nos policiers terrain. Je peux comprendre que le premier ministre soit déçu des images qui sont propagées partout, non seulement au Québec, au Canada, mais à l'extérieur dans le monde. Mais effectivement, il y a une ligne à ne pas franchir. Vos policiers, M. Franqueur, sont aussi critiqués par des organisations juives qui disent qu'il y a des gestes antisémites, des paroles antisémites dans des manifestations, et ces gens-là s'en tirent parce qu'on ne les arrête pas. Est-ce que la réalité est aussi simple que ça? Non, malheureusement, la réalité n'est pas aussi simple parce qu'il y a au moins 2 cas où le service de police a fait vérifier, puis il y en a un, je ne me souviens plus duquel, mais il y en a un qui a été référé même à la Gendarmerie royale du Canada, et que les propos n'ont pas été jugés comme contrevenant à une loi canadienne ou provinciale. Mais malheureusement, il va falloir serrer la vis. Puis moi, quand je dis une déresponsabilisation, là, tu sais, c'est bien beau, mais on le vit à Montréal. La population de l'île de Montréal a augmenté de 200 000 au cours des 6 ou 7 dernières années, de 200 000 de population. Ouais. La mairesse a promis en juin 22 225 policiers de plus. Elle a reculé au mois de septembre qui a suivi. Bien beau dire que c'est la faute des autres, là, mais à un moment donné, il faut que tu prennes tes responsabilités aussi, là. Monsieur Franqueur, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Ça fait plaisir. C'était Yves Franqueur, le président de la Fraternité des policiers de la Ville de Montréal. Des commentaires francs et directs. Voici Patrick Lagacé. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est avec nous. Quelques dossiers dont on veut discuter avec elle. Madame Plante, bonjour. Bonjour. D'abord, je veux qu'on jase du projet de piétonnisation de la rue Sainte-Catherine, de 2 portions de la rue Sainte-Catherine, là, dans le coin des universités Concordia d'une part et McGill de l'autre. Il y a beaucoup de commerçants, vous l'avez vu, là, qui protestent, des associations de commerçants qui disent « Nous n'avons pas été consultés ». Première question, comment vous avez consulté pour en arriver à cet aménagement-là projeté là, pour 2030? Oui, donc c'est un aménagement qui est en discussion depuis au moins 2 ans. D'ailleurs, il y a un rapport de consultation là, qui est disponible. Puis je tiens à le mentionner, là, qui démontre vraiment là, toutes les personnes qui ont été rencontrées, les démographiques, les idées, tout ça. Donc, tout ça est là. Puis évidemment, l'association commerciale du centre-ville, là, qui est un partenaire que la Ville finance puis en qui on croit énormément. Montréal Centre-Ville. Exactement. On les a rencontrés, eux, spécifiquement, plus d'une dizaine de fois, juste eux, pour pouvoir comme échanger avec eux. Donc, je veux vous dire que les rencontres ont lieu, les discussions ont lieu, mais nécessairement, quand on parle d'un grand secteur comme celui-là, puis la rue Sainte-Catherine, là, c'est notre rue commerciale la plus emblématique de Montréal, mais même du pays. Nécessairement, on a parlé aux grands donneurs d'ouvrages. Je parle à ceux qui amènent des travailleurs, travailleuses dans les tours à bureaux. On a parlé aux institutions aussi
On a McGill, on a Concordia, on a parlé également aux associations étudiantes, on a parlé au monde du tourisme, parce que c'est ça, la rue Sainte-Catherine, ça amène plein de monde. C'est tout ce monde-là qui achètent dans les magasins, donc on voulait aussi les entendre. OK, mais je reviens au sens du mot consultation, là. J'ai lu une déclaration où on disait que 57 commerçants ont été consultés sur Sainte-Catherine. Il y a combien de commerçants sur Sainte-Catherine? Écoutez, c'est là où, pour moi, premièrement, Sainte-Catherine est divisée en 3 tronçons. On a déjà fait le premier, le tronçon du centre. Il y a celui du village, grosso modo, puis celui de l'ouest. Et honnêtement, pour tout le monde de l'ouest, nous, on rencontre, vous comprendrez que souvent, il y a des commerçants, c'est pas le propriétaire qui est nécessairement dans le magasin. On parle justement avec l'association commerciale du centre-ville, c'est leurs membres. Mais Montréal Centre-Ville dit ne pas avoir été consulté. Mais quand je vous dis que on les a rencontrés, juste eux, là, plus tout le reste. Là, mais consulter, c'est pas nécessairement, Madame la mairesse, une rencontre. Rencontrer et consulter, c'est pas la même chose. Tous les besoins qui ont été mentionnés, entre autres par Montréal Centre-Ville, sont considérés dans notre plan. Entre autres, ils ont parlé de leurs enjeux parce que ce qu'ils disaient, entre autres, il y avait des enjeux au niveau de la livraison. Ça, c'est tout dans le rapport en tant que tel. Ils parlent de la propreté puis de la cohabitation. Hey, on est d'accord avec eux. Ça brasse à Montréal. Donc, quand on met dans mon dernier budget la semaine dernière 10 millions qui est juste lié à, entre autres, le centre-ville, puis comment on veut l'animer, comment on veut s'assurer que, justement, on va pouvoir, on veut soutenir le fait qu'il n'y a pas nécessairement des personnes en état d'ébriété ou en psychose qui sont dans les boutiques. Quand on met 4 millions... Non, mais monsieur Lagacé, c'est parce qu'au final, on va se dire, ça se peut que les commerçants ou l'association commerciale ne soient pas d'accord. Ça se peut. Oui, ça se peut. Mais elle ne peut pas dire qu'on n'a pas été à l'écoute des besoins qui ont été mis de l'avant. Moi, là, ce que je décode de ce que Glenn Castanera a dit de Montréal Centre-Ville, de plusieurs commerçants qui ont témoigné, c'est que votre idée était faite, puis vous êtes allés les écouter, mais il n'était pas question de changer le projet. Robert Baudry, le responsable de votre équipe qui était dans mon studio il n'y a pas très longtemps, m'a dit la même chose à peu de choses près. Le projet était fait, puis la consultation, c'était pas pour demander si les gens étaient d'accord, pas d'accord, des idées pour bonifier. C'était on va le faire, puis après ça, c'est une question de détail. Moi, je trouve que c'est tout à fait faux. Quand vous dites une question de détail, M. Lagacé, savez-vous que dans les projets qui étaient mis sur la table, qui étaient souhaités par certains, c'était une piétonisation complète. Sérieusement. Là, Monsieur Lagacé, laissez-moi finir. Donc, ça n'était pas tout fait l'idée. On a décidé d'aller vers des compromis, vers une piétonisation complète ou le statu quo. Nous, on a décidé d'aller garder la circulation automobile. Les gens qui veulent venir dans le centre-ville vont pouvoir venir en auto s'ils veulent. Il y a 2 endroits où il y a des campus universitaires, ce qui est unique à Montréal, où on fait des campus. Et si je peux me permettre, j'aimerais ça qu'on rembobine un peu pour se rappeler que les 300 millions qu'on investit en ce moment sur ce chantier-là, c'est pas pour faire un réaménagement de surface, là. C'est pour refaire des tuyaux qui ont été négligés, dont on ne s'est pas occupé. Et la raison pour laquelle on a passé le contrat pour pouvoir faire les travaux, c'est pas pour faire une placette en ce moment. C'est pour réparer, parce que moi, j'en veux pas de geyser au centre-ville. Ça aurait trop d'impact. On prend nos responsabilités. Bon, écoutez, moi, j'ai vu les schémas. Ça ressemble à ce que j'ai vu ailleurs dans le monde. Je vous dis même pas que c'est une mauvaise idée. Je vous dis qu'il y a plusieurs commerçants pour qui ça a été une surprise. Quand vous parlez de consultation, ils ont pas... Ben, écoutez, s'il y a une consultation publique puis une grande partie du public s'estime pas consulté, c'est ceux qui ont organisé la consultation publique qui sont un problème. Ben, je suis pas d'accord avec vous parce que si vous parlez aux personnes qui, entre autres, étaient là hier, l'Association commerciale du centre-ville était là également à la conférence de presse. Si vous parlez à Tourisme Montréal, si vous parlez à l'Université Concordia, si vous parlez aux associations, entre autres aux grands donneurs d'ouvrages, vous allez voir que c'est aussi beaucoup plus nuancé. Mais monsieur Lagacé... Non, mais Montréal Centre-ville, que vous me citez là, Mme Plante, dit on a appris ça à la fin. C'est pas vrai qu'on a été consulté. On nous a montré le truc, mais on n'a pas été consulté. Ben, écoutez, à ce moment-là, c'est dommage parce que ça tombe contre ma parole, contre la leur. Mais de dire qu'ils ont appris ça à la dernière minute, c'est faux. On leur a parlé à maintes reprises, on leur a montré les données qu'on avait en main. Et peut-être qu'ils n'aiment pas le concept, mais j'aimerais ça quand même réitérer un élément. C'est pas la première fois non plus qu'il y a un lever de bouclier qui est comme unilatéral. Et moi, c'est ce que je déplore en ce moment.
c'est que ça soit comme c'est un mauvais concept alors qu'on a trouvé un compromis qui, je trouve, est extrêmement, mon Dieu, pragmatique et qui va pouvoir répondre à plein de besoins des différents utilisateurs de Sainte-Catherine, puis qui, selon moi, va permettre que l'expérience client soit plus intéressante. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est que les commerçants fassent des bonnes affaires. Et je me permets de dire un dernier élément. Vous savez, là, en ce moment, ce qui fait vraiment mal au commerce de détail, entre autres choses, ça date pas d'hier, c'est le commerce en ligne. Moi, je peux rien faire comme ça, comme mairesse. Mais ce que je peux faire, c'est améliorer l'expérience client pour être plus en meilleure posture face au centre d'achat puis au commerce en ligne. Puis sur Saint-Denis, on nous disait qu'on allait tuer la rue avec notre aménagement. Puis je trouve qu'au contraire, on a su prouver qu'en sécurisant, en aménageant, ça amenait des bonnes affaires. Écoutez, pour le rêve, il semble que ce soit un succès, mais je vous référerais par contre à Plaza Saint-Hubert. 61% des commerçants ne veulent pas que ce soit piétonnisé de nouveau, mais le maire qui est de votre équipe dans ce quartier-là dit on va le refaire. Fait que, tu sais, pour la consultation, comme je vous disais en début d'entrevue, Mme Plante, je pense que la définition de consultation à Projet Montréal est peut-être différente de celle de Moyenne des Ours. Bien, moi, je trouve que consulter, c'est de pouvoir reprendre toute l'information pour pouvoir prendre les meilleures décisions honnêtement. C'est ça aussi, être de décider, de pouvoir avoir un pouvoir décisionnel. Si j'attends d'avoir des projets qui font complètement l'unanimité, il n'y a rien qui va bouger. Puis on ne serait pas rendu où on est rendu avec quand même une rue Saint-Denis qui revit complètement alors qu'on avait dit que ce serait sa mort anticipée. Là. Donc moi, je continue de dire qu'on a consulté, on leur a parlé, on a pris les besoins, on a trouvé le meilleur compromis. Les voitures seront les bienvenues au centre-ville, puis on va continuer à privilégier une rue qui n'est pas refaite à l'identique alors que toutes les villes du monde pensent à l'extérieur de la boîte. Je pense qu'on a notre centre-ville puis notre rue Sainte-Catherine mérite mieux que ça. OK, dernier point, je vous emmène sur un autre sujet. En fait, je fais traverser avec moi le fleuve Saint-Laurent. Catherine Fournier va annoncer à 10h30 des nouvelles sur son avenir politique. Étiez-vous au courant qu'elle réfléchissait à son avenir politique? Écoutez, Catherine et moi, on se parle quand même, on est sur plusieurs instances ensemble. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que certes, il y a des défis qu'on partage toutes les deux, là. Donc, mais pas plus que ça. Donc, moi aussi, là, je vais être rivée sur mon téléviseur ou mon ordinateur. Et moi, j'apprécie énormément le travail de Catherine Fournier. Un peu égoïstement, j'espère qu'elle va continuer comme mairesse, continuer en politique. Je pense qu'on a besoin de femmes comme elle, là, dans l'univers politique montréalais. Montréalais puis québécois, là, évidemment. On me dit qu'on n'a pas besoin d'être nécessairement résident d'une ville pour se porter candidate à la mairie. Est-ce que vous en allez? Finissez ma phrase. Écoutez, mon Dieu, si Catherine s'en vient à Montréal, écoutez, ça serait, comment je dis, moi je serais jamais je vais jamais décourager là, des candidats, surtout des candidates de qualité à se présenter à Montréal. Montréal, c'est une ville pleine de défis, mais pleine d'opportunités aussi. Mais elle vous en a pas parlé? Non, on ne s'est pas parlé de ça. Donc, moi aussi, là, j'ai essayé hier de savoir, mais je n'ai pas réussi. Son équipe a gardé ça bien serré, comme quand moi, j'ai décidé de faire mon annonce, je pense. Parfait. Merci beaucoup, Mme Plante. Je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi. Bonne journée. À la prochaine. C'était Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Dans les différents quotidiens, là, vous pourrez lire quand même. Là, je reviens à la piétonisation de deux segments là, sur Sainte-Catherine, à la hauteur des universités McGill et Concordia. Il y a beaucoup de commerçants qui disent on n'a pas été consulté et se faire dire voici ce qui s'en vient, c'est pas une consultation. Ceci étant dit, je regardais les plans. C'est beau et c'est pas complètement inusité dans des grandes villes du monde que d'avoir des artères comme ça qui font place aux piétons. Je touche pas à mon arbre. Tu me fais perdre mon argent. Votre érablière a été fermée. Quoi? Si je récolte pas chaque goutte de sève de mes arbres, je fais faillite. Je serais plus qu'heureux de t'acheter ton érablière. Pourrais-tu nous prêter un petit peu d'argent? Je le ferais si je pouvais. Et je fais affaire avec des gens pas mal plus épeurants que toi. On va cambrioler l'association. En 2012, il y a un fait divers québécois qui a fait le tour du monde. Une partie de la réserve stratégique de sirop d'érable du Québec, oui, il y a une telle chose qui existe, a été l'objet d'un vol de 18 millions de dollars. Ça avait fait le tour du monde et là, ça fait le tour d'une série qui est présentée sur la plateforme Amazon Prime. Ça s'intitule The Sticky. Il y a du français, il y a de l'anglais et dans notre studio, il y a Guillaume Cyr, l'acteur principal de cette série. Guillaume, salut! Bonjour, ça va bien? The Sticky.
De Sticky, le Ça collant. colle. Le collant. Écoute, tu as un beau rôle là-dedans. Oui. Le rôle d'un agent de sécurité là, qui n'a pas beaucoup de... Donc, il trouve que son avenir n'est pas très, très rose. Exact. Et là, il organise le vol de ce sirop d'érable. D'abord, est-ce que tu avais suivi le fait divers de l'époque? Bien, je l'avais vu passer aux nouvelles pas mal comme tout le monde. Puis je m'étais dit, waouh, quel beau fait divers. Mais disons que c'était un peu tombé dans l'oubli. Puis là, quand j'ai eu l'audition, puis j'ai lu la nouvelle, j'ai comme fait, ah oui, c'est vrai, le gros vol. Qu'est-ce que tu aimais de cette histoire-là? Ben déjà, vol de sirop d'érable, on dirait que la comédie s'impose. Ouais. Puis, ben écoute, je mentirais pas, c'est l'espèce de rôle de petit cul on a tous grandi en regardant les films US doublés à TVA. Tu sais, là, c'est un produit par Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis va jouer dedans. C'est une histoire qui se passe au Québec. Et les Québécois, les acteurs québécois comme toi, sont québécois. On n'a pas planté ça ailleurs. Fait que quand tu parles anglais, tu as ton gros accent, puis des fois, tu entends parler français. Même quand j'ai su que j'avais le rôle, j'ai tout de suite demandé « Hey, je vais travailler avec un coach. » Puis ils m'ont tous dit « Non, tu touches pas à ton accent. Ton accent, on l'aime comme ça. » Ils voulaient ton accent québécois. Oui, exactement. Parce qu'on nommera pas d'autres productions parce que je veux pas être langue sale, mais il y a eu des échecs dernièrement des séries où on faisait jouer des Québécois par des Français ou on faisait jouer des Québécois par des anglophones mais qui se débrouillent en français ou faker le Québec mais en shootant au Vermont, exemple. Mais ça, Amazon était très bien intentionné dès le départ. Il voulait vraiment faire plaisir aux Québécois. On a respecté le côté très québécois de l'histoire. Oui. OK. Qu'est-ce que tu aimes de ton personnage qui est ce gardien de sécurité? C'est le seul gardien de sécurité de la réserve stratégique de sirop d'érable du Québec. Un peu loser. Il veut améliorer on est un peu dans le Tanguy. Ouais. On est un peu dans l'homme de 40 ans qui vit encore chez son père. Il veut que le monde le voie. Il veut être entendu. Il veut être respecté, mais ça marche pas. Agent de sécurité, mais un peu par dépit. On sait que c'est probablement pas ça son choix numéro 1 de carrière. Là, il tombe dans le crime. Puis il est déjà un petit peu. Ouais. Il a déjà commencé à voler l'association. Comme dirait Jamie Lee Curtis. Exact. Là, il prend les choses en main quand il rencontre le personnage de Mike, qui est joué par Chris Diamantopoulos, qui est un peu une espèce de loser, mais de la mafia de Boston. Puis il propose de, OK, faisons le vrai vol. Des gros noms, Jamie Lee Curtis, et il y a aussi Margot Martindale qui a gagné des Emmys 3 fois. Là, je l'ai vue. Ouais. Je ne peux pas te dire dans quoi je l'ai vue, mais je l'ai vue comme comédienne. Là, elle est très, 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 très bonne. La séricultrice qui va se faire voler son érablière et qui décide de se venger contre... On ne l'appelle pas comme ça, on l'appelle l'association, mais tu sais, c'est le monopole de la sériculture. Comment t'as trouvé jouer avec Mme Curtis? Ah mon Dieu, c'est une grande, grande, grande dame. Ouais, ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux, son image, c'est pas un trend, c'est pas fake. Elle est comme ça dans la vie. C'est une grande madame généreuse. C'est une tonne de briques, là. Déjà, là, elle a une énergie incroyable. Jouer avec elle, c'est un masterclass de jeu. Oui, vraiment. Vraiment. Puis c'est le fun de voir une madame, tu sais, elle vient de remporter l'Oscar, elle a la réputation qu'elle a. On entend beaucoup de choses sur les acteurs américains. Moi, et souvent de manière péjorative. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, que des grosses têtes, des gros noms, ils vont tourner leur plan, puis après ça, ils s'en vont, puis toi, tu parles à X bleu. Ils parlent à personne? Exact. Mais alors que non, pas du tout. Elle connaît le nom des techniciens. Elle salue tout le monde. Elle paye des baristas truck à toute l'équipe. Elle donne encore plus sur ton plan que sur le sien. Elle est généreuse. J'ai amené mes enfants sur le plateau. Elle parle à mes enfants. Tu sais, je dirais, une grande madame. Puis ça, c'est pas répandu. Ça me surprend quand même un peu, là, ce que tu me racontes là. Ben parce que c'est pas ce qu'on entend souvent des grandes vedettes américaines. Puis, mon Dieu que c'est rassurant de rencontrer des gens comme ça, puis que tu dis, ils sont encore terre à terre avec tout le succès qu'ils ont connu. Bonne chance avec de Sticky. Mais avant de te laisser partir, toi et moi, on a communiqué il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux parce que tu as fait une publication qui a retenu l'attention, que j'ai trouvé très sympathique. C'était là, au plus fort là, de ces discussions collectives qu'on a eues sur les mouvements masculinistes, les influenceurs qui trouvent que madame devrait rester à la maison. Ouais. Et tu as fait une publication
pour dire à quel point toi, tu étais content d'être un gars à la maison, les fois où tu es un gars à la maison. Résume un peu ce que tu as dit, puis après ça, j'ai 2-3 questions. Ben écoute, moi, j'ai été élevé, j'ai grandi en Beauce, j'ai été élevé par un père de famille qui est resté à la maison. Moi, quand mes parents ont eu le 3e enfant, ils ont dit qui gagne le plus cher? C'était ma mère. Et mon père a dit, bon, ben c'est moi qui reste à la maison. On est à l'époque où les garderies coûtent une fortune. Tout ça. Puis, fait que moi, j'ai été élevé par un père à la maison. Puis je trouve ça, c'est l'homme que j'admire le plus au monde. Je trouve que ceux qui sont à la maison le savent. C'est aller travailler, c'est un break comparativement à rester à la maison, faire les repas, faire le lavage, faire tout ça. Puis je trouvais qu'au lendemain de Tout le monde en parle, parce qu'on n'a jamais autant parlé de ces gars-là que le lendemain de Tout le monde en parle, il y avait juste des filles qui s'insurgeaient sur mes réseaux sociaux. Puis j'étais comme, ben voyons, c'est donc bien de valeur que ce combat-là revienne encore à filles contre ces gars-là. Alors que non, c'est filles et gars dits normaux contre ces gars-là. Parce que j'étais comme, non, moi, j'étais un gars cis, hétéro, de 40 ans, père de famille. Puis je m'identifie en rien à la mentalité de ces gars-là que je trouve complètement archaïque et dépassée. Fait que je me disais, hey, il faut que les gars, on embarque dans ce discours-là, parce que sinon, ça revient encore à filles tout seul contre ces gars-là. Pourquoi ça pogne, ce discours-là? Puis je mets pogne entre guillemets, là. Mais d'où vient l'attrait de ce discours-là, tu penses? J'en ai aucune idée, puis je sais que c'est un discours populaire, entre guillemets, parce que pour vrai, je sais pas à quel point ça pogne tant que ça. Je pense que c'est du monde qui jappe bien fort, fait qu'on les entend un peu, mais je pense pas que ce soit si répandu. J'ose espérer que la plupart du monde voit l'espèce de mascarade et puis le montrage de biceps un peu trop exagéré de ces gars-là. Guillaume, merci. Toujours un plaisir de te croiser. Bonne chance avec The Sticky. Ça tombe sur la plateforme Amazon Prime. Le 6 décembre. Le 6 décembre, c'est à voir. C'est une comédie noire, mais on sourit beaucoup. Tu es excellent dans cette série. Merci beaucoup. C'était Guillaume Cyr, le comédien.